L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Nous allons maintenant donner la parole à Frédéric Allemand, chercheur à la faculté de droit, d'économie et de finance de l'Université de Luxembourg, maître de conférences à Sciences Po Paris et de l'IEP de Rennes, chargé de cours à l'ENA. Merci beaucoup. Je vous remercie Alex et je remercie évidemment les organisateurs et la Maison de l'Europe pour leur très aimable invitation. Voilà, je vais avancer le micro pour que ce soit parfait. Carrément surtout. contre le montant et comme ça... Et je vais déclencher également le chronomètre. Alors, je tiens à vous remercier tout en sachant que vous me donnez quand même la tâche délicate de faire la liaison entre la séance du matin, d'une certaine façon, et la séance de l'après-midi, et surtout de ne pas être trop long, puisque j'ai bien compris l'invitation qui m'a été de respecter scrupuleusement le temps pour permettre un débat, puisque c'est là aussi l'essentiel de ces manifestations, de pouvoir débattre avec le public qui est présent. Et en même temps, c'est vrai que mon intervention se propose sous forme d'un essai ou d'une intuition d'essayer de redonner un sens philosophique, un sens humaniste, évidemment, à cet objet juridique non clairement identifié qu'est l'Union européenne. Et en ce domaine, il y a relativement peu de travaux, finalement, et donc je me suis lancé un matin, après un appel à contribution qui avait été diffusé par les cahiers philosophiques, je me suis tenté à l'exercice. Y a-t-il une philosophie particulière dans le projet européen ? Et c'est vrai que pour un juriste, on a tendance à prendre les choses sous l'angle du positivisme, c'est-à-dire à considérer les normes telles qu'elles sont, et finalement s'intéresse-t-on profondément au sens qui conduit les choses, qui conduit le déroulement du droit. Donc on pourra en discuter ultérieurement si l'intuition qui est la mienne est quelque part une vue complète de l'esprit, et puis ma volonté d'une certaine façon de tirer dans les engagements qui sont les miens, eh bien, le droit que je suis amené à analyser dans l'exercice de mes tâches régulières. Alors, sous l'intitulé, donc à la redécouverte de la philosophie humaniste des initiateurs de l'Europe, donc mon intervention émet l'hypothèse que l'ordre juridique de l'Union, que l'Union en tant qu'objet juridique, c'est-à-dire qu'en tant qu'ensemble organisé de règles et de procédures, de principes, de règles de droit, eh bien, est marqué du sceau originel de l'humanisme, que cet ordre tout entier, cet ordre juridique tout entier, eh bien, est pensé autour de la question de la préservation de l'être humain, de l'inviolabilité de sa dignité humaine. Et la pensée humaniste, telle que je le suppose, telle que je le pressens, n'informerait pas seulement, n'influencerait pas seulement la structure juridique de l'Union. Aujourd'hui encore, eh bien, elle expliquerait l'orientation, ou elle permettrait de saisir un certain nombre de conduites de politique, même si parfois ça nous paraît un peu éloigné. Et je suis sûr que là-dessus, vous ne serez pas sans bondir en me disant mais qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre ce que vous voulez démontrer, la présence d'une philosophie humaniste et puis la réalité des politiques qui sont conduites ? Et il est certain que justement dans cet article publié au cahier philosophique, j'ouvrais mon propos par les citations de l'ouvrage de Lorenzo Binismaghi, « Mourir d'austérité », où celui-ci soulignait à quel point les programmes d'ajustement budgétaire qui avaient été préparés et négociés plus ou moins et imposés aux autorités grecques notamment, avaient eu des conséquences sanitaires tout à fait dramatiques, conséquences sanitaires à la fois pour les ressortissants grecs, évidemment en premier lieu, mais également pour tous ceux qui à cette époque-là eh bien, voulaient franchir les bras du Bosphore pour aller se réfugier en Europe et rentrer en premier lieu par les territoires grecs. Il y a eu des conditions évidemment de détention, de rétention dans les camps administratifs, dans les centres de rétention administratifs qui étaient relativement indignes. Et relativement est un euphémisme, vous me comprendrez. Alors, donc, est-ce qu'il y a dans mon propos pas une forme d'anachronisme ? Eh bien, là aussi, ça sera évidemment ouvert au débat, mais j'espère juste vous convaincre à travers finalement ma présentation qui nous appartient aussi tout à chacun, et ça a été rappelé par Guy Samama avant moi, et aussi évidemment par Clémence également, qu'il y a un combat continuel à conduire sur la défense de cette pensée humaniste, et notamment dans le cadre qui nous concerne, c'est-à-dire le cadre européen, mais j'ai envie de dire le cadre européen inclut tout à la fois l'Union européenne en tant qu'objet politique, mais également les États. Il y a souvent une critique aussi qui peut être formulée, et que je ne nierai pas,
qui est la dimension économique qui est prégnante sur le projet européen. Catherine Lalumière l'a indiqué tout à l'heure, où l'homo europeus semble être réduit à un homo economicus. Évidemment, il ne s'agit pas de contester cela, il ne s'agit pas de renier et de passer sous silence cette sensation, cette mise en perspective où la valeur de l'individu finalement s'interpréterait à l'aune de sa capacité à soit être un facteur de production, travailleur, ou alors à être un élément, un sujet de consommation au bénéfice d'une société consumériste. C'est une réalité, évidemment, mais là aussi, on verra dans quelle mesure on peut essayer de reconsidérer cette approche-là sous un angle qui lui redonne un sens humaniste. Car il faut bien voir, et c'est là où je voudrais vous emmener, que cette aptitude des individus à se présenter sous l'angle économique ou à être saisis sous l'angle économique n'est évidemment qu'une petite facette de la richesse de l'individu, de son aptitude à se réaliser. Un individu ne se réalise pas seulement à travers sa capacité à contribuer par son travail au bien-être de la société ou à sa capacité à consommer, mais évidemment à sa capacité aussi à produire de l'intelligence, à raisonner et à s'ouvrir sur les autres. Et en aucun cas, et ça je vais être clair là-dessus, et je crois qu'on en est relativement tous convaincus, que la dimension économique ne résume pas à elle seule ce qu'est être homme. Être homme est nettement plus large, évidemment, que simplement cette vision économique, et ce n'est pas la vision du projet européen. La vision du projet européen n'est pas d'enfermer l'homme dans cette seule dimension économique. Donc ça, je voulais vraiment vous le signaler de façon relativement importante en ouverture pour poser les termes du débat, et je vais essayer de dégager maintenant dans quelle mesure le projet européen est un projet au service de l'homme, de la valorisation de la richesse de la personne humaine, en quoi il est un projet humaniste. Et donc c'est à la redécouverte que tous ensemble, je vous invite évidemment à me suivre. Alors, pour vous convaincre, et aussi pour me convaincre également, de l'emprise de la pensée humaniste sur la structuration du projet européen, et comme sur ses modalités aujourd'hui de mise en œuvre, il me semble nécessaire de faire un détour par l'histoire. Alors, je n'ai pas l'intention de revenir jusqu'au Quattrocento, même si j'ai vu que ça permet de vendre des livres à 1 million d'exemplaires, ce qui pour un juriste est un objectif tout à fait, ça serait assez incroyable. Non, je vais m'installer simplement même pour les historiens. Et je vais m'installer juste dans l'entre-deux-guerres, parce que je crois, et Guy Samama l'a rappelé tout à l'heure, effectivement à travers la pensée de Stefan Zweig, que énormément de choses ont été pensées dans l'entre-deux-guerres et qui n'ont pas été suffisamment reconsidérées à leur juste valeur après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout dans le projet européen, et encore aujourd'hui. Et j'inviterai tout le monde à se replonger dans les ouvrages, un certain nombre d'ouvrages qui sont juste d'une profondeur intellectuelle tout à fait saisissante et qui font très largement écho aussi à la situation actuelle. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la période de l'entre-deux-guerres donc, est véritablement déterminante pour comprendre, saisir finalement le cadre intellectuel dans lequel un certain nombre d'initiateurs du projet européen vont se retrouver après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les hommes qu'on va retrouver à partir de 44, 45 et jusqu'en 50 sont des hommes qui ont traversé la guerre, qui ont grandi aussi dans l'entre-deux-guerres, qui ont une formation intellectuelle dans l'entre-deux-guerres, qui étaient très fortement animés par les débats sur la question de la place de l'homme dans la société, avec évidemment, on le verra par la suite, le développement d'idéologies qui soulignait encore plus l'insistance de défendre un idéal humaniste. Il a été dit que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde au sortir de la guerre. Paul Valéry. Et évidemment, on a bien saisi à ce moment-là, en 1918-1919, qu'on était passé à un doigt, si ce n'est qu'on était peut-être que la civilisation européenne, que la pensée européenne, que l'esprit européen était profondément abîmé et qu'il était nécessaire dorénavant de pouvoir retourner sur cette décadence de l'Europe, sur la décadence de l'esprit européen et d'être à nouveau en capacité de repenser l'être humain et d'être en capacité de repenser les conditions naturelles de son existence. Et en concentrant son attention sur l'esprit européen, Paul Valéry ne dénie pas aux autres ensembles, aux autres civilisations humaines, un esprit. Il souhaite juste souligner la singularité spirituelle qui, en Europe, qui est selon lui marquée par la triple influence, et ça a été une des questions posées tout à l'heure, triple influence de la Grèce, de Rome,
du christianisme et du mouvement des humanités à partir de la Renaissance. Et à quoi ajoute-t-il, mais là on voit bien aussi l'orientation qui était la sienne et l'implantation était la sienne dans le sud évidemment de la France, du substrat matériel où se déploie toute cette pensée, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen, zone d'échange et de procédés, de techniques, d'intelligence et d'hommes évidemment. Donc pour lui, l'esprit européen se distinguerait ce faisant par sa liberté, son esprit critique, sa rigueur, une curiosité précise et active de comprendre le monde et de comprendre l'homme. La grandeur de l'esprit, cependant, ne fait pas tout le temps la grandeur de la politique. Et les grandes vertus font aussi les grands mots. Et pour citer à nouveau Valéry, les horreurs de la guerre, évidemment, n'auraient pas été possibles sans tant de vertus, sauf qu'elles ont été mises au service, effectivement, d'un nationalisme étroit. Donc la crise de l'esprit dans l'entre-deux-guerres produit un écho fort et conduit à ce que le poète œuvre, et ça c'est un élément qui est souvent assez oublié, à une coopération intellectuelle dans le cadre, sous le giron de la Société des Nations. Alors il y aura une commission de coopération intellectuelle, mais surtout un institut de coopération intellectuelle dans lequel il jouera relativement un rôle important pour diffuser cette vision qu'ils avaient de l'homme, d'un homme ouvert, d'un homme riche, et d'un homme dont il s'agit d'accroître les capacités de développement intellectuel. Il s'agissait, et ça c'est le professeur Jarty de Paris 1 qui le dit, il s'agissait pour cet institut de peser sur l'action des hommes politiques, de les conduire à moins de passion et à plus de raison, et donc, si l'on veut, de créer un climat intellectuel et politique propice au rapprochement. Aujourd'hui, on parlerait d'un think tank, finalement. Outre Paul Valéry, il faut bien voir que cet institut qui a eu une série de réunions tout à fait intéressantes, réunissait des philosophes comme Julien Benta, comme Dominique Parodi, le romancier Aldous Huxley, l'homme politique belge Jules Destray, Salvador de Madariaga, Johan Huizenga, autant d'intellectuels portés par une certaine idée de l'homme et de l'idéal pacifiste. Alors évidemment, je ne vais pas non plus oublier ceux qui ont des parcours qui n'ont pas été jusqu'au bout effectivement de ces échanges et qui ont eu des attitudes un peu différentes. Le comte Teleki, géographe de formation et président du Conseil de la Hongrie, ne sera pas sans l'appui que la Hongrie donnera aux forces nazies le moment venu. Donc, voilà, la SDN, ce qu'il faut voir, donc, il y a ce débat intellectuel très fort. J'en oublie énormément, évidemment. On pourrait parler de Jacques Maritain, dont l'influence sur Robert Schuman est avérée, et habitant pas loin de Sichazel, je vous invite à venir dans la maison de Robert Schuman et voir sa bibliothèque, et vous verrez à quel point celui-ci était ouvert au débat intellectuel, et celui-ci était gourmand de découvrir ses ouvrages et d'échanger aussi avec lui, puisqu'il a eu une correspondance relativement importante avec Jacques Maritain. Ce qu'il faut voir, c'est que dans tout ça, dans quelle mesure cet institut de coopération a pu transmettre ces débats à la SDN, dans quelle mesure ça a pu infuser dans l'ordre politique et juridique, finalement. Il faut être honnête, ça a été relativement modeste. Il y a eu un débat intellectuel très, très intense, mais la transmission, la traduction juridique et politique a été relativement résiduelle. Et c'est là, finalement, un des échecs qui sera aussi, qui viendra informer la réflexion des initiateurs du projet européen dans l'entre-deux-guerres, c'est essayer de ne pas retomber dans les mêmes déboires. Et là, on sait très bien à quel point, notamment Salvador de Madariaga, va être très critique par rapport notamment au traité du Trianon, de la conférence de la paix, en estimant qu'il y a une erreur tout à fait majeure, en imposant des conditions insoutenables des pays vainqueurs aux pays vaincus. Ce n'était pas là faire preuve d'une pensée d'ouverture. En revanche, il s'agissait de rehausser à son niveau, de la part des vainqueurs, ceux qui avaient été vaincus. Là aurait été le génie européen. Là aussi, ce qui a été remarqué par de Madariaga, c'est qu'un des problèmes qui va se rencontrer dans l'entre-deux-guerres, c'est qu'aucune nation ne veut rien renoncer d'elle-même. Or, pour pouvoir progresser ensemble, pour pouvoir avoir une lecture plus unitaire de cet espace européen, d'un échange de culture véritablement partagé, il fallait pouvoir à un moment renoncer à certains éléments de soi-même, pouvoir renoncer à soi en partie pour s'ouvrir à l'autre. Il fallait, dira Julia Benta, combattre chez les peuples ce refus catégorique d'aucun renoncement à eux-mêmes. Et vous verrez que cet élément va être relativement important au moment justement de 1950 et plus tard 1957. Ce renoncement à soi-même, c'est peut-être le renoncement à l'exercice d'une partie des pouvoirs souverains qui traditionnellement étaient enfermés dans la solitude de l'État ou la solitude d'une souveraineté d'un peuple, d'une nation. Il va y avoir un changement radical
fondamentale de cet aspect-là, de cette incapacité ou de ce manque de volonté de renoncer. Et de fait, Robert Schuman aura cette phrase tout à fait splendide, « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre ». Un constat froid terrible sur cette incapacité finalement à se projeter et à renoncer à soi. Mais l'échec de l'ASDN, évidemment, n'est pas seulement géopolitique, il est aussi spirituel. Le renouveau de la question humaniste que l'on observe à côté des années 20 se déploie dans les cercles intellectuels, et on en parlait justement dans les deux interventions précédentes. Il donne lieu à des ouvrages remarqués et remarquables, je vous le disais, notamment celui de Jacques Maritain, Humanisme intégral, en 1936, mais finalement il touche peu les masses. Or, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. Rappelle la convention créant l'UNESCO en ouverture de son préambule, et c'est bien cette crainte finalement que l'on retrouve dans un ouvrage comme celui de José Ortega y Gasset, dans La révolte des masses. Finalement, ce consumérisme qui va porter les masses et cette incapacité, finalement, un manque d'éducation des masses qui, le cas échéant, peut éventuellement conduire à des résultats électoraux qui vont finalement contre l'intérêt des individus. Et cet auteur, comme beaucoup d'autres, perçoit finalement le rétrécissement, une forme d'assèchement, de dessiccation des âmes, sous l'effet notamment de la montée du matérialisme. Et comme le dénonce toujours de Madariaga, l'industrialisation, l'emprise de l'État pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, sur les activités économiques et sociales, constituent autant de facteurs qui conduisent, je le cite, à déplacer le centre d'intérêt de l'esprit vers le corps, la liberté de penser vers la liberté de mouvement, la conduite morale vers la conduite des voitures. D'une certaine façon, Catherine Lalumière nous le rappelait tout à l'heure, de la méditation silencieuse, donc là je pense à Stefan Zweig, à la présence continuelle du germanophone et de la radio. Sauf que celui-ci, effectivement, à un moment, s'en plaignait aussi. Mais il y a une juste mesure à tenir entre les deux. Évidemment, aujourd'hui, on pourrait parler peut-être du refermement de chacun sur des séries Netflix que tout le monde visionne sur ses tablettes ou ses téléphones portables. Dans son ouvrage « Le destin de l'homme dans le monde actuel », le philosophe russe Nicolas Berdyaev converge en tout point avec Madariaga. L'effort de guerre, le capitalisme ont créé selon lui des régimes où l'existence personnelle de l'homme s'est collectivisée, s'est perdue dans cette culture matérialiste développée dans le cadre de l'État. Et donc, elle s'est collectivisée dans des États où règne une discipline matérialiste. Évidemment, toutes ces critiques sur l'état dégradé de l'esprit européen ne sont pas des simples envolées théoriques, sans considération pratique. Et les nazis vont bien comprendre ce vide intellectuel, cette espèce d'emportement sur une logique, sur à la fois un vide spirituel des individus, des masses, et également sur un besoin de satisfaire les besoins matérialistes. Et là, je vous invite véritablement à lire une conférence donnée par l'historien Henri Faucillon à l'école des sciences politiques, à Sciences Po aujourd'hui, qui a une analyse tout à fait pertinente, justement, sur la pensée nazie, sur la façon, notamment, dont le philosophe, est-ce qu'on peut dire encore philosophe ? Le philosophe, en tout cas, du national-socialisme, comme il appelle lui-même, Alfred Rosenberg, va bien percevoir les enjeux qui sont derrière ce vide intellectuel, ce vide spirituel des masses, et l'intérêt de la conversion spirituelle des Allemands. Ils sont disponibles, je crois, sur Gallica. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, je pourrais partager avec eux. Et le nationaliste-socialisme, prévient-il, ne doit pas être réduit à une simple idéologie politique. L'idée raciste se veut et se présente comme une grande nouveauté religieuse, analogue à ce que fut la Réforme au XVIe siècle. Et dont l'aptitude, et donc là, il fournit toute une série de textes où on voit clairement les références à la Réforme. Voilà la nouvelle religion qui doit porter l'élan de l'ensemble des individus et surtout du corps de la patrie, du corps de la nation, qu'elle inscrit évidemment sa réussite et l'aptitude, l'efficacité de cette religion va venir s'appuyer sur la satisfaction aussi, la promesse de satisfaction des besoins matériels des populations. Il est clair que ce néopaganisme matérialiste va marquer profondément l'asservissement des hommes, la disparition de sa personnalité, l'expression de sa liberté au profit de la valorisation de ses capacités de production technique, scientifique, au service d'une idéologie d'une race, la négation même de l'humanisme. En 1939, le péril est évidemment donc politique, militaire, mais spirituel également, et profondément, désespérément humain, avec en creux une question cruciale, qui est celle posée par Max Herrmann. Quel est donc le but final sur cette terre ? Je crois que c'est une question à laquelle on doit systématiquement, en continu, revenir. Est-ce la production économique et la puissance politique ou est-ce l'homme ? Les choses ou les personnes ? La veine esthétique d'une société rationnelle ou le développement harmonieux des êtres dont chacun contient le germe merveilleux de la raison et de l'émotion ? Quel côté contemporain de la formule ?
je crois que voilà, on pourrait la transposer aujourd'hui. Elle est formulée en 1939, donc il y a ça 70 ans, et elle conserve une certaine actualité. La réponse appartient à celui qui, du Dieu de l'Évangile ou du gorille de Mein Kampf, de l'homme ou de la bête, l'emportera, dit André Suarez. Bref, la lutte qui s'ouvre n'est ni plus ni moins en 1939, celle de la lutte en faveur de l'homme, de la dignité humaine et des droits humains spirituels et économiques, conclut Nicolas Berdyaev justement. Alors l'Europe, a-t-il été dit, et là j'y souscris complètement, mais je crois qu'on ne pourra pas le dénier, elle naît à Auschwitz, dont on va commémorer dans quelques jours eh bien, la libération. Et de la même façon que Primo Levi n'aurait pas écrit, si c'était un homme, s'il avait vécu l'épisode d'Auschwitz, nous n'aurons pas eu le projet européen tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas l'expérience déshumanisante du nazisme. Il n'est pas surprenant à cet égard que le premier thème, et je vous invite là aussi à les consulter, c'est tout à fait incroyable, les actes des rencontres internationales de Genève, pour ceux qui connaissent, c'est les rencontres qui se tiennent encore régulièrement, tous les ans. En 1946, le premier thème qui est porté, c'est l'esprit européen. Et vous avez présent tous les penseurs, les grands penseurs qui ont survécu à l'expérience fasciste nazie du régime de Vichy, avec Francesco Flora notamment, qui dira ceci, que l'esprit du véritable humanisme, qui signifie enfin la liberté humaine, où se vérifie l'absolue sincérité de l'homme et le caractère positif de l'histoire universelle, voilà l'esprit européen. Car, poursuit-il, cet humanisme ramène à la responsabilité de l'homme chaque idée et chaque idéal qu'on professe, que ce soit la révélation ou le matérialisme. Voilà un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit cet esprit européen, cet esprit humanisme. Alors, est-ce que l'après-deuxième guerre mondiale va être la reproduction de l'entre-deux-guerres, où il y avait aussi cet engagement, cette volonté de développer cet humanisme après la boucherie que fut la Première Guerre mondiale? Eh bien non. Effectivement, il ne va pas y avoir de réaffirmation, de répétition. Fort heureusement. La réaffirmation de l'humanisme va déborder le seul cadre des cercles intellectuels pour constituer un point de repère de l'action politique et ce faisant venir informer les ordres constitutionnels nationaux. La rupture avec l'entre-deux-guerres est de ce point de vue-là tout à fait radicale. Malgré les millions de morts, le pacte sur la SDN, le pacte de la SDN, ni le mémorandum Léger-Briand de 1930, je l'ai relu encore en préparant cette communication sur l'Union fédérale européenne, où on aurait pu s'attendre justement à voir apparaître des éléments de réflexion sur la place de l'homme dans la société. Vous ne trouvez aucune réflexion là-dessus. Ce sont des textes qui organisent les relations entre États très classiques du droit international tel qu'on l'a connu depuis le XVIIIe siècle. C'est un ordre d'État et on ne règle que les questions d'État. La question de l'individu est une question nationale dont il ne s'agit pas de se préoccuper. Eh bien, ces éléments-là, évidemment, vont exploser. On se rend compte, à travers l'expérience nazie, à travers Auschwitz, que la question de la dignité humaine ne saurait plus être enfermée. La question de la place à réserver à l'homme dans nos sociétés politiques n'est plus à réserver dans le confin, dans la solitude de la souveraineté nationale, dans le confin des limites nationales. C'est un élément, c'est une problématique de nature, de dimension universelle, dont le traitement ne peut être qu'au niveau supérieur à celui de l'État, à un niveau supranational. Et donc, ce que l'on voit apparaître très rapidement, pendant la période de la guerre, aussi bien dans le mouvement de résistance, avec un certain nombre de déclarations qui seront faites, et surtout, premier exemple, dans la déclaration de Philadelphie, qui est la renaissance de l'Organisation internationale du travail, eh bien on voit la mise en droit de ces préoccupations d'ordre philosophico-moral. Je cite le préambule de la déclaration de Philadelphie, donc qui redonne sens à l'OIT. Tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel, leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Et de façon tout aussi essentielle, la déclaration de Philadelphie reconnaît que la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale. Nous y voilà. La charte de San Francisco, signée un an plus tard, ne dira pas autre chose. Elle généralise finalement à l'ensemble du champ de l'action politique ce que la déclaration de Philadelphie limitait au champ de l'action dans le domaine du travail, dans le champ social. Elle réaffirme donc la foi des États signataires dans les droits humains fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Il en sera de même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et évidemment lors du congrès de La Haye de mai 1948, dans les statuts du Conseil de l'Europe et dans la Convention européenne des droits de l'homme au début des années 50. Et tout cela dénote évidemment un changement radical de conception du rapport entre
le droit et la problématique de la dignité humaine. À quel niveau ce sujet-là doit être traité? Eh bien, il doit être traité, certes au niveau des États, mais également au-dessus des États. Alors, je regarde juste le temps pour savoir, parce que les considérants de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule, je ne sais pas comment ça s'allume ce truc-là. Je n'avais pas lancé le chronomètre. donc je vais en profiter pour le lire, il me reste 44 minutes. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est beau, il faut pouvoir relire ces textes. Ils sont d'un lyrisme et d'une profondeur qui, je crois, reste rare encore aujourd'hui. Évidemment, ce qui vaut au niveau international va encore plus au niveau européen. Et la question va être de savoir comment faire pour dorénavant garantir concrètement, juridiquement, cette reconnaissance au plus haut niveau dans l'ensemble des consciences collectives de la dignité humaine, de la dignité de la personne humaine. Comment s'y prendre? Alors, on va observer toute une série de mouvements à l'occasion de l'adoption des nouvelles constitutions des États libérés ou des changements de régime, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en France. Eh bien, le renouvellement de la question de la reconnaissance de la dignité humaine, vous prenez la Constitution signée en décembre 1946, adoptée en décembre 1946 par l'État libre de Bavière, elle est tout à fait significative de ce souci d'introduire dans les ordres juridiques, au niveau le plus élevé, au niveau constitutionnel, au niveau des valeurs constitutionnelles, le principe d'une protection de la dignité de l'homme. Parce qu'il faut bien voir une chose dans tout ça. Là, c'est un petit point de technique, mais qui rappelle aussi à la philosophie politique. Donc, je suis particulièrement mauvais à ce niveau, et donc n'hésitez pas, lors des débats, évidemment, pour les philosophes présents, à me rappeler à l'ordre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant longtemps, le rationalisme juridique a interprété la figure séculaire de l'État comme une technique de liberté de l'individu, un instrument au service de l'homme, selon la formule d'Hegel. Et les Lumières vont mettre un terme au double corps du roi, l'État, personne morale, désincarné, qui devient le titulaire naturel exclusif de tous les pouvoirs souverains, et finalement peu importe de savoir si leur source en soit la nation ou le peuple. Et assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une fragilité dans cette approche. Le grand publiciste du début du XXe siècle qui a été Raymond Carré de Marlberg, auteur d'un énorme pensum sur l'État, théorie générale de l'État, eh bien, va bien pressentir que finalement il y a un risque, c'est que la puissance de l'État ne réside jamais que dans les mains, effectivement, non plus d'un seul, du roi, mais finalement d'un nombre de personnes qui ne sont pas non plus très nombreuses. Et que la puissance de l'État, la puissance de cette souveraineté repose dans le creux de la main de quelques hommes. Et face à cette menace, indique-t-il, il va de soi que toute l'organisation constitutionnelle devra tendre à limiter la puissance de ses détenteurs. Premier principe à cet effet, le principe de l'État de droit, l'État n'est pas hors le droit. L'organisation du fonctionnement de l'État doit pouvoir respecter le droit. Également, séparation des pouvoirs, qu'on reprend de Montesquieu, mais qui trouve en droit public aussi, et dans les régimes démocratiques, une exigence, c'est qu'aucun organe de l'État ne doit posséder à lui seul la souveraineté. Règle de droit et séparation des pouvoirs, voilà les maîtres mots dans le cadre aussi de l'application d'un régime qui reconnaît à la majorité la possibilité aux citoyens d'y participer. Sauf que l'arrivée au pouvoir d'Hitler et de Mussolini se réalise dans le cadre de régimes démocratiques, certes fragiles, nouveaux, récents. Donc ils vont savoir saisir toutes ces fragilités, évidemment, pour exploiter, détourner, faire dévier le régime démocratique et en même temps pervertir le fonctionnement de l'État. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au sortir de la guerre, l'État n'est pas une figure, une organisation politique à jeter à la poubelle. Bien au contraire. Là, je vous invite à relire les travaux de Blandine Kriegel. Elle souligne bien qu'il y a des nécessités, surtout en période de reconstruction, à pouvoir s'appuyer sur des formes d'organisation politique. Et l'État va être présent. Sauf qu'il faut pouvoir mieux encadrer le fonctionnement de l'État. Il ne faut plus que l'État devienne ce minotaure qui menace de manger ses propres enfants. Bon, dans le cas du minotaure, il ne mangeait pas que ses enfants. Il ne faut plus que l'État puisse être un moyen d'asservissement. D'où la nécessité d'inscrire dans son ordre constitutionnel au niveau les plus élevés cette règle de droit sur respect de la dignité de la personne humaine. Mais vous me direz, mais dans ce cas-là, on a une limite à tout ça.
Ce que le droit fait, il peut le défaire. On inscrit un jour le respect de la dignité de la personne humaine au frontispice de ses valeurs. Mais demain, une nouvelle majorité élue sur un programme déshumanisant peut supprimer, peut biffer d'un coup de crayon, évidemment, cette valeur dans notre Constitution. Il y a des garanties qui ont été prises en Allemagne. La clause d'éternité, l'article 79, paragraphe 3 de la loi fondamentale, interdit que l'on puisse modifier ces valeurs, notamment l'article 20, la forme démocratique et la dignité de la personne humaine. De la même façon, dans la Constitution italienne, notamment adoptée en 1948, il va y avoir des débats. Doit-on préserver, sanctuariser le respect de la dignité de la personne humaine? Les débats ne trancheront pas clairement, mais clairement, la doctrine, la jurisprudence diront qu'il y a une valeur suprême, qu'il y a des valeurs suprêmes qui sont insusceptibles d'être modifiées, dont la dignité de la personne humaine. Alors, est-ce que tout cela suffit? Est-ce que mettre en place dans les ordres constitutionnels la reconnaissance de la dignité de la personne suffit pour se préserver de tout? En fait, très rapidement, on se rend compte que non. Dès 1948, vous avez le coup de Prague, où un régime démocratique, le régime tchécoslovaque, va tomber, pris par le régime communiste. Donc il va y avoir une inquiétude très forte dans les milieux politiques, fin des années 40, sur ce risque d'un effondrement finalement des nouvelles démocraties qui sont mises et du fait que les garanties n'en sont peut-être pas une. Et donc comment dépasser cela? Comment dépasser cette inquiétude qui se retrouve dans les écrits de Jean Monnet? Vous reprenez les notes qu'il peut transmettre en 1943 quand il est à Alger, quand il transmet ses notes au comité de libération. Il dit, il faut pouvoir penser cela. Le cadre juridique ne sera pas suffisant. Comment faire? Le problème majeur, c'est qu'on est encore dans un moment, aussi bien sur la charte de San Francisco que la Convention européenne des droits de l'homme, grâce aux Britanniques notamment, à un moment où la souveraineté demeure enfermée désespérément dans une solitude, dans la solitude de ses frontières. Il faut pouvoir faire sortir l'exercice de pouvoir souverain de la responsabilité exclusive des États. Et c'est ça qui va être la révolution fondamentale, le coup de génie qui va être celui de Robert Schuman et de son équipe. Quand je dis Robert Schuman et son équipe, Robert Schuman, on sait ses pensées humanistes, ses lectures, on sait son engagement chrétien. Allez à nouveau à Stichazel, vous verrez la maison Robert Schuman est située juste en face de l'église. Il traversait la rue, et la rue n'est pas très grande, et il allait tout le matin effectivement prier. Donc il y a cela, mais ce n'est pas seul. Paul Reuter, qui sera le juriste de l'équipe Monnet, dont le rôle est plus ou moins discuté, mais peu importe. Eh bien, il passera par l'école des cadres d'Uriage. Alors, vous me direz, oui, elle a été mise en place sous le régime Vichy par le maréchal Pétain. Sauf que très rapidement, c'est une école qui va être une école plutôt de libre pensée, qui va être très critique et qui appellera à la victoire des Alliés contre, évidemment, le régime nazi, et qui vaudra à l'école d'être fermée en 1943 par le gouvernement de Vichy. Et ça va être une école où vous allez avoir le personnalisme d'Emmanuel Meunier qui va se retrouver et qui va imprégner aussi toute cette génération qui va... Très grande partie, certains vont être tués par la Gestapo ou les SS, d'autres vont réussir à rentrer dans la résistance, à passer au travers, Méry, et tout cela vont imprégner énormément la pensée et la nécessité, et tout cela sont portés par la nécessité, par la compréhension qu'on ne peut plus aujourd'hui être dans la lecture du 19e siècle ou du début du 20e, avec un enfermement de l'exercice des pouvoirs souverains dans une entité, dans une organisation politique unique qui est l'État. Il faut penser au-delà. Mais cela ne se fait pas aisément. Comment le faire? Il y a un deuxième coup de génie. Il faut utiliser les éléments les plus basiques, les plus matérialistes. Pour une fois, le matérialisme peut avoir du sens. Aller chercher là où c'est utile, là où il y a nécessité. Et évidemment, ça va être la question économique qui va servir de moyen, d'instrumentum pour réaliser la visée plus large qui est celle de la protection de la dignité humaine. La dignité humaine qu'on protégera parce que tout simplement, il n'y aura plus la possibilité d'exercer seul pour les États des pouvoirs souverains, mais une mise en partage des pouvoirs souverains. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et le côté encore plus fondamental, c'est que le droit qui naît finalement de cet objet politique qui est l'Union européenne, les communautés européennes avant et par la suite l'Union européenne, c'est un droit qui ne saisit plus seulement les relations entre les États, c'est un droit qui vient se saisir aussi de la condition des individus. C'est un droit qui va parler par-delà les têtes des États, par-delà les frontières des États, directement aux individus. C'est-à-dire que la condition de l'individu n'est plus l'apparat, le monopole exclusif de l'État. La condition de l'individu devient en partie seulement, gouvernée par des règles de droit, par un droit qui est extérieur à l'État, qui est supranational.
Et là, évidemment, il y a 2 arrêts fondateurs que tout le monde connaît, Van Gadenlos 63 et Costa Enel 1964. Et ça, c'est un changement aussi fondamental, puisque cette aptitude d'un droit extérieur à l'État de parler directement à des individus est quelque chose qui rend de la normalité, qui est la normalité du droit européen, et ce n'est absolument pas la normalité du droit international. Et là, il y aura une rupture fondamentale avec tout ce qui avait été essayé précédemment. Alors vous me direz, mais on attribue des pouvoirs tout à fait considérables à cette nouvelle organisation politique au-delà des États, même si les États, évidemment, sont présents dans son fonctionnement. N'y a-t-il pas un risque qu'elle-même, finalement, ne se conduise comme ceux auxquels elle entend en partie se substituer? Est-ce que cette Union européenne ne pourrait pas dériver elle-même et avoir des comportements qui soient contraires à finalement l'idéologie qui a pu la porter? Évidemment, le débat va se poser dans le milieu des années 70 sous la pression des juridictions allemandes qui étaient particulièrement sensibles aux questions du respect des droits fondamentaux et qui se sont bien rendus compte que plus ça allait, plus le droit pénétrait dans les espaces nationaux, venait modifier les conditions des situations individuelles. Et qu'est-ce qui nous disait, quelles étaient les garanties que cette intégration de ce droit européen respecte les éléments basiques des droits fondamentaux allemands? Quel était le niveau de garantie qui était proposé pour éviter que ce droit européen ne dévie et ne déborde et ait évidemment des conséquences tout à fait dramatiques? Les traités sont relativement secs, arides sur ce terrain-là, et il appartiendra à la Cour de dégager, au regard de l'esprit des traités, un certain nombre de principes issus aussi des traditions constitutionnelles communes aux différents États membres et des principes généraux du droit au regard de l'esprit général des traités. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait satisfaisant, et pendant longtemps, les juges allemands notamment diront « mais nous, on n'est pas sûr de pouvoir accepter tous les effets juridiques de ce droit dans nos propres ordres juridiques nationaux s'il n'y a pas la garantie des droits fondamentaux au même niveau que celle que nous assurons en droit allemand. » Et il faudra attendre relativement longtemps, finalement, avant que l'Union ne se dote d'un corpus de droits fondamentaux et reconnaisse explicitement dans le droit, dans les traités, par écrit, que la valeur de la dignité humaine constitue une valeur à son fondement. Ça a été évidemment introduit par la Charte des droits fondamentaux, adoptée en 2000, mais qui a gagné une valeur juridique seulement à partir de 2009. Et évidemment, le traité de Lisbonne qui reconnaît en l'article 2 du traité sur l'Union européenne que l'Union européenne est fondée sur les valeurs notamment de respect de la dignité humaine. Donc il y a un changement. Enfin, tout ce que l'on savait accède vraiment à la normativité et je crois qu'il faut pouvoir s'en féliciter. Mais après, vous me direz, je conclurai là-dessus, mais tout ça, n'est-ce pas de la rhétorique complètement formelle? Dans quelle mesure cette dignité, ces principes de dignité trouvent à se réaliser fondamentalement dans le quotidien de l'action politique de l'Union européenne? Où le voit-on? À nouveau, c'est l'exemple que je vous donnais des programmes d'ajustement budgétaire. Où a été le respect de la dignité humaine quand étaient fermés des centres de soins sanitaires à droite ou à gauche, quand on a vu effectivement la remontée d'un certain nombre d'épidémies parce que l'accès aux soins n'était plus permis en Grèce? Où est-il ce respect de la dignité humaine? En fait, il faut bien voir que il y a, et puis on pourrait parler, vous en avez parlé, Madame la Lumière, tout à l'heure, la question de la Pologne et de la Hongrie. Voilà 2 affaires qui nous saisissent. Il faut bien comprendre que quand un État souhaite adhérer à l'Union européenne, il doit respecter justement les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Donc les fameuses valeurs de l'article 2. Et à défaut, une fois qu'il a adhéré, alors s'il adhère, évidemment, on suppose évidemment qu'il les respecte. Et si, une fois qu'il a adhéré, il devait ne plus les respecter, il y a toute une procédure prévue par un article, l'article 7 en particulier, qui prévoit à son terme la suspension des droits que les représentants de cet État disposent, des droits de vote dont ils disposent au sein d'une institution qui est le Conseil. Vous avez une procédure qui a été engagée contre la Pologne, puisque l'État de droit y est relativement mis en cause, notamment sur la question de l'indépendance des juges. La procédure a été engagée en novembre 2017, nous sommes en janvier 2020, elle est toujours en négociation au niveau du Conseil. On discute, on essaie de trouver des engagements. De la même façon, pour la Hongrie, le Parlement a voulu que la Commission lance une procédure. Décembre 2017, on attend toujours. Vous me dire, quel décalage entre le verbe et la mise en œuvre. C'est vrai. Et là, je crois qu'il faut pouvoir aussi à un moment prendre cause là-dessus et demander véritablement à ce que la Commission, enfin, ou les États membres, soient responsables devant les exigences qui sont les siennes au titre de la dignité de la personne humaine.
Et là, je finis parce que je vois effectivement que mon temps est largement écoulé pour permettre le débat. Il y a toute une série de domaines dans lesquels aussi, pour le coup, la dignité humaine va venir s'exprimer. Quand la Commission, quand les institutions préparent des actes législatifs, ils sont tenus à des études d'impact dans lesquelles le respect des droits fondamentaux est considéré par les services de la Commission. Donc vous avez toute une série de points à vérifier pour garantir que la proposition qui est mise sur la table respecte les différents principes de la Charte des droits fondamentaux. Et quelques exemples. La question des particules de sûreté dans les aéroports. Vous direz, mais c'est une question très technique. Sauf que la question du respect des droits fondamentaux a été posée et se retrouve tout à fait présente dans la directive qui organise, et les règles techniques qui organisent vos droits de passer des particules de sécurité. Alors quand je dis particules de sécurité, c'est ceux qui vous scannent intégralement, dont les personnes en charge du contrôle peuvent voir un petit peu l'anatomie qui est la vôtre, et certains se sont offusqués au Parlement européen en disant mais là il y a une violation, tout à fait une remise en cause de la dignité de la personne humaine. Donc la Commission est intervenue et donc sachez que vous êtes tout à fait autorisé à ne pas passer les particules de sûreté et donc à être contrôlé selon d'autres modes opératoires, notamment les fouilles. Et même pour les fouilles, celles-ci sont encadrées pour éviter tous abus. Au niveau du passage des frontières, très évidemment, mais également pour les personnes qui demandent les migrants, les ressortissants de pays tiers, qui demandent à rentrer sur le territoire européen. Il y a des conditions de fouilles qui sont tout à fait inadmissibles, où les fouilles sont répétées à plusieurs reprises, toutes les 2 heures, par les services de police de l'air et aux frontières, dans les centres de rétention administrative, dans les aéroports. Et là, il y a eu des contentieux. Et la Cour de justice, évidemment, est intervenue aussi là-dessus pour appeler la Commission, pour rappeler qu'il y a un certain nombre de règles qui s'imposent au nom de la dignité humaine pour préserver, justement, même si ce sont des ressortissants de pays tiers et non pas des citoyens européens, ils ont le droit au respect de leur dignité. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais m'entretenir avec vous. Évidemment, il y a énormément encore à faire et la présentation que je vous ai faite n'est qu'une petite inspiration. Je comprends véritablement l'idéologie, la philosophie qui était celle des initiateurs. C'était un exercice relativement compliqué. Les témoins directs ont disparu pour une bonne part. Et comprendre ce qui est dans la tête des gens au moment donné où ils viennent s'exprimer, c'est difficile parce que vous avez toute une série de... Quand on négocie un texte, Alain Lamassoure n'est pas là, mais il aurait pu en parler évidemment bien mieux que moi parce qu'il a été impliqué dans la Convention sur l'avenir de l'Europe. Il y a toute une série de paramètres techniques, politiques, de base politique réaliste, mais néanmoins nécessaire, matérialiste. Et quelle place on accorde encore au domaine des idées. Et là est tout l'enjeu aujourd'hui pour la Fondation Clarins, évidemment pour la Maison de l'Europe, mais ça vous le savez tout à fait, à continuer à porter le débat sur ce terrain, à ne pas oublier la force de l'esprit face aux forces évidemment de la matière. Merci beaucoup. D'autres remarques, voilà, je vais prendre, si vous pouvez, madame, vous présenter. Merci. Bonjour à tous, Laura Guilabert, je suis juriste en droit international public et pénal international. Je vous remercie déjà pour vos interventions de ce matin. C'est vrai que je vais un peu plus me concentrer sur celle de Frédéric Allemand, puisque c'est celle que je maîtrise le plus. Mais merci en tout cas pour les autres interventions qui étaient très enrichissantes. Je voulais vous demander, vous parliez sur la notion de contrôle et de garantie, du contrôle que moi j'appellerais descendant, c'est-à-dire des institutions supranationales vers les États. Mais voilà, qu'en est-il des garanties dans l'autre sens, du coup, dans une logique plutôt montante, des individus pour faire respecter les droits? Et en fait, c'est vrai que, vous l'avez rappelé, l'Union européenne a été très frileuse avant d'adopter et de manière contraignante une charte sur les droits fondamentaux, donc 2000, puis en réalité contraignante qu'en 2009. Quand on voit également au niveau plus large de la Convention européenne des droits de l'homme avec la notion de marge nationale d'appréciation qui peut être très souvent reprise par la Cour pour justement éviter de trop contrôler certains thèmes juridiques encore un peu sensibles, voilà, pour ne pas heurter la sensibilité de la souveraineté des États. Qu'en est-il de ça? Est-ce que finalement il ne serait pas intéressant de sortir un petit peu le juridique, la partie humaniste, la partie juridique de l'humanisme du côté politique pour le redonner aux juges, et en même temps on est sur le serpent qui se mord la queue, cercle vicieux. Comment garantir le statut du juge et comment garantir que lui prendra les bonnes décisions et appliquera correctement, voilà, dans un rapport montant
de l'individu vers son accès au droit et à la justice. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est quand le projet de communauté politique européenne a été établi en 1953, vous avez dans le préambule la mention de cette valeur de dignité de la personne humaine qui va disparaître dans le traité CE. L'idée étant que la problématique était peut-être, après le rejet de la communauté européenne de défense en 1954, un peu trop engageant pour les États, avec le risque sous le prisme finalement de cette reconnaissance de valeur de dignité et de personne humaine, il y aurait pu y avoir une possible intrusion au-delà simplement du champ économique auquel on voulait restreindre le projet européen, eh bien, dans la sphère de compétences habituelle des États. Et c'est vrai qu'il faudra finalement attendre relativement longtemps, au fur et à mesure que la législation se développe, pour que ce hiatus finalement eh bien, ressorte de façon tout à fait sensible, comme je disais, sous la pression des juridictions allemandes. Après, je me suis évidemment posé la question dans quelle mesure finalement cette sensibilité aux questions humanistes pouvait pénétrer les esprits des juges. Et en particulier ceux qui ont été amenés à se prononcer sur les arrêts fondateurs qui sont les arrêts de 63-64, notamment l'arrêt Van Gent en Loos finalement qui initie tout ce chamboulement, qui finalise ce chamboulement, cette révolution juridique et politique, qui est de dire attention, les citoyens ne sont plus, les individus ne sont pas simplement des éléments, des sujets d'un État, sont également des sujets de droit d'une organisation supranationale. Dans quelle mesure ceci était-il pénétré d'une philosophie humaniste? Alors, on a quelques éléments. Étant à Luxembourg, voilà, j'ai les archives de la Cour qui ne sont pas très loin, sauf que les archives de la Cour ne sont pas accessibles, elles sont confidentielles ad vitam aeternam. Je me suis dit, si les archives de la Cour ne sont pas officielles, ne sont pas directement accessibles, peut-être les archives privées des juges, et notamment l'espèce, le juge luxembourgeois de l'arrêt Van Gent en Loos, Charles-Léon Hammes, qui était le juge rapporteur, donc le juge chargé de préparer un petit peu le sujet pour ses autres collègues, peut-être en a-t-il pris un certain nombre chez lui et je pourrais y accéder. Alors tout benoîtement, j'ai contacté le secrétariat de la Cour qui m'a dit « Mais monsieur, les archives, d'une part, on ne sait absolument pas où elles sont quelque part, elles sont relativement mal classées, et de toute façon, celles-ci comme les autres, sont placées sous le sceau du secret des délibérations. » Donc il m'a fallu essayer de trouver des pistes complémentaires, additionnelles, des témoignages, des notes, et il y a quelques ouvrages quand même qui ont abordé très modestement le sujet. Et en fait, il apparaît que Charles-Léon Hammes, qui était pourtant un humanisme, qui portait au fond de lui la question humaniste, il s'occupera à Montpellier notamment du centre luxembourgeois de la Croix-Rouge, et pendant un certain temps, avec les autorités de Vichy lui disent de le fermer, eh bien il accueillera tous les réfugiés luxembourgeois, quelle que soit leur confession. Eh bien, il ne va pas faire partie de ceux qui vont être en faveur de cette révolution juridique. Au contraire, il va avoir une attitude plutôt traditionnelle, classique du droit international. Les individus relèvent simplement de la compétence et de la responsabilité du contrôle des États. Et finalement, ceux qui seront décisifs, ce seront Robert Lecourt, ancien ministre sous De Gaulle, je crois en charge de l'outre-mer, qui lui aura une sensibilité de démocratie chrétienne très profonde, ancrée, chevillée au cœur, et puis évidemment Alberto Trabucchi, dont soi-disant la nomination est liée au fait que son frère était ministre de l'économie à la même époque. Mais tout ça, je veux dire, est-ce que lui aussi avait une sensibilité démocrate chrétienne relativement forte, mais dans quelle mesure cette sensibilité a-t-elle joué? Est-ce qu'ils n'ont pas fait juste appliquer le droit comme ils devaient l'être? Ou est-ce que justement, à un moment, quand ils avaient le choix entre une lecture plus traditionnelle et une lecture moderne, ils se sont dit l'homme est important. Et en fait, on a retrouvé une note de Trabucchi qui, lui, était concerné par la situation de l'individu auquel que les traités visaient par-delà les États. Et c'est cette préoccupation qu'il a réussi à vendre. Mais à ses autres partenaires de la Cour, à ses autres collègues de la Cour. Mais quel est le poids de l'idée, de la pensée humaniste au moment où il a fait ce choix? Est-ce que c'est simplement de la technique juridique ou au-delà? Là, il y a tout un sujet à explorer. Et donc, je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous répondre parce qu'il est difficile d'accéder à l'esprit des hommes, notamment des juristes, qui toujours cacheront finalement en partie un peu de leur philosophie sur la rédaction de la règle. Sauf qu'on voit que le président de la Cour de justice, Koen Lenaerts, belge, en général les Belges sont plutôt ouverts, sont très internationalistes et ont une sensibilité à ce qui vient d'ailleurs, eh bien, a dit clairement qu'aujourd'hui, ils veulent
plus fortement prendre en compte les droits fondamentaux. Et on voit que dans tous les arrêts de la Cour, il y a une sensibilité accrue à la question de la protection des droits fondamentaux. Et je crois que là, est-ce que ça dénote un renouveau de la pensée humaniste dans l'action de la Cour? Est-ce qu'il y a un nouvel activisme humaniste ou simplement une application des traités? Je crois que c'est un sujet qu'il faut pouvoir encore explorer aujourd'hui. Madame la Lumière, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous donne le micro. Oui, je m'étais promise de ne pas intervenir, mais quand même, ça brûle ma langue. S'agissant de contrôler les États et les éventuelles violations des droits de l'homme par les États eux-mêmes, ce n'est pas tellement la Cour de Luxembourg, c'est la Cour de Strasbourg qui est interpellée. Car la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, juge en matière de droits de l'homme les États et peut sanctionner les États et les obliger d'ailleurs à verser des compensations financières au bénéfice de la victime, l'individu victime. Donc, alors, philosophiquement, si vous voulez, les deux cours, celle de Luxembourg et celle de Strasbourg, se rapprochent beaucoup sur les valeurs humanistes. Mais juridiquement, c'est la cour de Strasbourg qui juge les États. Alors, après, il y a toujours le contexte politique, il y a les opinions personnelles des uns, des autres, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ce sujet-là, le respect des droits, des valeurs humanistes, ça implique que l'éducation ait été forte et appropriée et que les citoyens rentrent vraiment dans la danse et fassent pression. Et aujourd'hui, un des drames, c'est qu'on n'enseigne pas les valeurs humanistes comme on devrait le faire. Et je regrette toujours que notre éducation nationale, en fait, ait déserté ce type d'enseignement, sauf initiative personnelle des professeurs. Mais les programmes ne donne pas cette place et continue à parler de l'Europe du marché, quoi. Oui. C'est un peu dommage. Enfin, s'agissant des outils juridiques pour éviter les violations des droits de l'homme par les États eux-mêmes, c'est quand même la Cour de Strasbourg qui est là pour ça. Elle est là pour... Ça marche ou ça ne marche pas. Actuellement, elle croule sous les recours. Et finalement, par exemple, pour la Russie, la Russie est membre du Conseil de l'Europe. Donc, elle relève de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a du pain sur la planche. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Ils sont accablés de recours d'individus qui se plaignent du régime Poutine. Ils ont peut-être quelques raisons. C'est pas, voilà. Donc, sur le plan juridique, c'est pour ça que je m'agitais. Ouais. Je dis, s'agissant des États, il y a quand même un mécanisme. Il est efficace ou pas efficace, ça, c'est un autre problème. Mais c'est là. Alors, juste, effectivement, la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg est plus large. Ceci étant, ce que l'on observe, c'est que la Cour de justice, d'une part, va prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg, mais on observe, et là je vous donner 2 cas pratiques, une montée en puissance de l'application et du souci de respect des droits fondamentaux que la Cour va imposer non pas seulement aux institutions de l'Union, mais évidemment aux États membres quand ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Un cas typique, c'est la question des mandats d'arrêt. Et on a eu plusieurs cas récemment où vous aviez notamment un ressortissant syrien qui a été rentré initialement sur le territoire grec, qui s'était fait rejeter en Turquie, qui avait réussi par moult péripéties à atterrir au Royaume-Uni. Il se fait saisir, un mandat d'arrêt lui a été adressé, et la question est de savoir qui était responsable pour traiter finalement cette situation. Et lui va contester son renvoi en Grèce devant les juridictions britanniques. Il dira, mais ne me renvoyez pas là-bas, parce que là-bas, ils sont débordés. Les procédures de traitement de mon cas, ça n'est absolument, c'est complètement désastreux. Et ils vont me renvoyer en Turquie, où les conditions de détention sont tout à fait lamentables. Et donc, il y a un risque clair sur le respect de ma dignité humaine. La Cour de justice est intervenue, a dit, évidemment, là, on a un cas typique
d'un dysfonctionnement systémique de la mise en œuvre des procédures d'asile et d'accueil des ressortissants tiers en Grèce. Autre cas, c'était une juridiction allemande, le tribunal de Brême, qui était saisi aussi de la situation d'un ressortissant hongrois, et les autorités. Ce ressortissant avait été condamné en Hongrie pour une peine de prison d'1 an et demi pour vol. Et lui se fait attraper un mandat d'arrêt qui est pris à son encontre par le juge hongrois. Et donc, il est à un moment attrapé en Allemagne. Et la question se pose, doit-il être envoyé en Hongrie? Et ce ressortissant hongrois va dire, mais si vous m'envoyez en Hongrie, regardez quelles sont les conditions de détention là-bas. Les centres pénitentiaires hongrois, ça sera 3 mètres carrés que j'aurai à ma disposition. Est-ce que ce sont des conditions de respect de ma dignité humaine? Et à nouveau, la Cour de justice va dire, je crois que c'est un arrêt d'avril 2016, le juge allemand est autorisé au regard des éléments objectifs qui sont à sa disposition, dont les condamnations, notamment par le Conseil d'Europe ou par les arrêts de la Cour européenne de Strasbourg, de ne pas renvoyer le Hongrois d'Allemagne en Hongrie parce que sa dignité humaine ne sera pas respectée. Mais vous avez raison, il y a une compétence générale plus large de la Cour européenne, mais une montée en charge très importante aujourd'hui du juge donc, de l'Union européenne, de Luxembourg, voilà, pour que les choses soient complétées.